Étude des fonds négociés en bourse de type croissance. Enregistrement produit lors du mois de novembre de l'année 2025. Donc, au fil des mois, en fait, ça fait un peu plus d'un an là, que je fais une étude des fonds qui visent à générer de la croissance. Et j'en ai identifié plusieurs. Donc, ce qui est important de comprendre par rapport au fonds, bon, là, c'est sûr que je vais parler de produits qui sont transigés soit en dollars canadiens ou en dollars américains, étant donné que c'est par rapport à la devise canadienne ou américaine que je vais transiger là, sur la bourse. Et je vais acheter ces fonds-là à partir, dans le fond, de la plateforme de courtage en ligne Disnat, qui est une plateforme de courtage autonome où ce que je peux les acheter et les vendre par moi-même. Donc, je ne fais pas affaire avec un courtier financier pour me les procurer. L'avantage, c'est que la plupart des fonds ont souvent des frais de gestion moindres, comme par exemple un fonds de type technologique comme XQQ qui va avoir un frais de gestion d'à peu près 0,40. Tandis que quelqu'un qui fait affaire avec un conseiller financier, ben, ça se peut que le frais de gestion, ça soit entre 2 ou 2,5 ce qui est une très grande différence. Donc, on peut sauver des frais à ce niveau-là. En fait, ce que je dois dire avant de vous les présenter, les fonds négociés en bourse que j'ai retenus au fil du temps, c'est que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Investir en bourse, naturellement, ça comporte des risques. Et puis, les rendements ne sont pas garantis. Le passé n'est pas garant de l'avenir, dans le sens que c'est pas parce qu'un fonds a très bien performé pendant 15 ans que ça veut dire que pour la prochaine année, il va nécessairement bien performer. Ce qui est important aussi, c'est que par rapport à toutes les informations abordées dans la vidéo présente ou celles que je fais en lien avec le secteur de l'investissement, je vous propose de faire vos recherches de manière autonome et de vérifier chacune des informations abordées. Cette petite mise en garde faite, je vais commencer à proprement dit. En fait, il y a un peu plus d'un an, j'ai écouté une vidéo, d'ailleurs je mettrai le lien web en bas de l'enregistrement, qui s'appelle Top 15 ETF. ETF, c'est l'appellation en anglais là, pour parler des fonds négociés en bourse, pour surperformer le marché. Ce qu'on entend par là, c'est que le marché, c'est lié par rapport à, par exemple, des fonds en lien avec, on va parler par exemple du Nasdaq 100. Donc, le Nasdaq 100 représente les 100 plus grandes valorisations technologiques américaines. Donc, qui donne quand même une bonne performance. Là, on voit qu'en un an, ça a fait 23,28%. Donc, le Nasdaq 100 qui performe très bien. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Et le but de la vidéo visait à répondre à ça. Et la vidéo, bien qu'elle soit faite par un Européen, avec des produits financiers européens, ben, j'ai fait des recherches pour trouver des produits similaires en dollars canadiens ou en dollars américains. Donc, mais c'est une très bonne vidéo. Honnêtement, la plupart des produits qu'il a abordés, un an après, en fait, un peu plus d'un an après la vidéo, y a-tu la date de production? Je suis en train de regarder, là. Là, je la vois pas a priori. Ah oui, le 18 août 2024, donc ça fait nettement plus qu'un an. Ce que je dois dire, c'est que la plupart des ETF, il y en a par secteur, il y en a aussi par facteur, par pays. Il y en a beaucoup, en tout cas, le secteur de la crypto aussi, qui ont donné de très bonnes performances. Donc, il m'a mis sur des bonnes pistes, ce YouTuber, là, dans cette vidéo, par rapport à la chaîne de l'investissement pour tous. Donc, je vous propose d'écouter. En fait, suite à l'écoute de cette vidéo en particulier, puis d'autres, j'ai fait du regroupement d'informations et je me suis fait une liste. Donc, c'est une liste que je traîne avec moi, que je sois chez moi ou même en déplacement, par rapport à des titres que, dans le fond, j'ai ciblés. Il y en a entre autres par secteur, il y en a différents. Mon objectif, naturellement, c'est que au niveau de l'investissement en bourse, d'aller chercher des choses qui vont donner de la performance, du rendement. Et puis, bon, je vais commencer à en aborder certains. Donc là, c'est sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les prochaines minutes, je vais donner les codes précis
en lien avec des fonds négociés en bourse. Pour les retracer, ça va être des fonds de type canadien ou américain, mais s'il y a des Européens qui m'écoutent, ben peut-être écouter la vidéo du gars européen, puis d'essayer de trouver l'équivalent européen. Parce que c'est sûr qu'en Europe, ben, vous pouvez acheter par exemple des fonds négociés en bourse qui se rapportent au SP500, le Nasdaq 100, le secteur des semi-conducteurs, le cuivre, et ainsi de suite. Là. Ça, c'est clair aussi de l'or. Donc, c'est ça que j'avais à mentionner. Pour ce qui est du Canada, donc le Canada, en fait, en un an, parce que moi, il y a plusieurs mois, oui, tiens, je vais être honnête et transparent avec vous. Quand il y a eu la menace des tarifs américains par rapport au Canada, j'ai eu peur qu'il y ait un effondrement du marché canadien. Je me suis fait prendre au jeu. Puis, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que non seulement il n'y a pas eu d'effondrement du marché canadien depuis la menace des tarifs là, au début de l'hiver 2025. Oui, il y a une baisse importante. Là, si on regarde au mois d'avril, il y a un méchant creux, mais ça fait la même chose au niveau de l'économie américaine. Si on regarde dans le Nasdaq 100, ben, le mois d'avril aussi. Fait que ça a été un peu différent, en fait. Indices boursiers qui ont été impactés par rapport à ça. J'aurais pu prendre le SP500 aussi, qui se rapporte aux 500 plus grandes entreprises canadiennes. Mais le point, c'est que par rapport à la situation canadienne, j'avais pris VCN, qui est par rapport à un indice qui est en lien avec les plus grosses entreprises canadiennes. Puis vous voyez, 22,09% de rendement de valorisation là, par rapport au fonds négociés en bourse. Donc, performance quand même intéressante. Qu'est-ce qui a fait qu'en dépit de la menace des tarifs, puis on nous a parlé de fermeture d'entreprises, ça a bien performé? Ben, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises associées au secteur minier au Canada. Et depuis plusieurs mois, on vit un bull run, c'est-à-dire un marché haussier par rapport à l'or. L'or qui a atteint des sommets historiques, fait que ça aide à faire en sorte que le marché il soit en croissance. Fait que là, tout ce qui est le secteur minier, là, à cause de la montée de l'or, là, il y a récemment une petite correction. Mais je suis confiant, j'ai l'impression, on verra qu'est-ce qui arrivera dans les prochains mois, mais j'ai l'impression que ça va augmenter là, encore l'or, à cause qu'il y a des banques, là, prenons par exemple la Banque de Chine qui se fait une réserve stratégique par rapport à l'or, et puis l'or est très en demande présentement dans le monde. Mais sinon, mon agréable surprise, en fait, c'est le secteur technologique par rapport à XIT. Donc, XIT qui a donné un rendement de 51,16% sur un an, qui performe très bien. À un moment donné, je discutais avec quelqu'un, la personne elle me dit, ben regarde, au lieu de te casser la tête avec le Bitcoin, l'Ethereum, Solana puis les cryptos, pourquoi tu ne mets pas tout simplement ton argent dans XIT qui t'a donné à peu près 50% de rendement en un an, puis quand on regarde les rendements des autres années sur 3 ans, 39%, 18,82 sur 5 ans, puis des grosses entreprises technologiques là, canadiennes comme Shopify, Celestica, etc. En fait, la personne soulevait une bonne question, mais oui, XT qui est en lien avec le secteur technologique, c'est un petit peu comme par rapport aux États-Unis, on a le Nasdaq 100, qui est le secteur technologique qui va dans les dernières années surperformer le SP500 par rapport aux 500 plus grandes entreprises. Bon, ben, par rapport au TSX 60, le secteur des technologies canadien performe très bien. Ça a été ma grande surprise. Là. Donc, la menace des tarifs, etc., ça n'a pas fait fléchir là, XIT. Là. XIT qui, dans le fond, là, il y a un décalage entre iShares qui parle de 51,16 sur un an, l'autre il parle de 42,41. Mais je pars du principe que si un fonds de type croissance fait plus de 20% de rendement, ce qui est raisonnable de penser d'atteindre avec le Nasdaq 100 dans les dernières années, c'est une très bonne performance. Là, donc, XT, très bonne performance. J'ai eu des déceptions parce que dans son top, il parlait dans les pays émergents de la possibilité d'une croissance importante pour l'aide. J'avais acheté par rapport à des fonds négociés en bourse se rapportant au marché indien, XID, pardon. À ne pas confondre avec XT que j'ai parlé tantôt. Celui-ci, donc XID,
qui se rapporte au marché indien, bon, ben, ça a été vraiment en dents de scie là, pendant une bonne partie de l'année. Sur un an, vous avez 0,48% de grosse déception. Très grosse déception par rapport à l'aide. Sinon, ben, avec le temps, ben là, me suis retiré là, par rapport à l'aide. L'aide, c'est sûr que la population est importante. La population en âge de travailler jeune est là. Il y a un développement sans doute qui va se faire éventuellement, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme certains pays en voie de développement. Ça fait des années qu'il est question qu'éventuellement vont se développer, puis ils ne se développent pas, puis finalement, ben, ça reste en perspective. Là, donc, c'est ça. Sinon, ben, par rapport à l'or dans lequel j'ai investi, bon, en dollars canadiens, j'ai pris CGL-C sur un an. Vous voyez, 50,75% de rendement. C'est très bon, là. Ça veut dire que quelqu'un qui a pris, par exemple, 1000$, ça a augmenté, puis c'est rendu à 1500. Donc, la moitié de 1000$, c'est 500$. Donc, très bonne valorisation. Au niveau de la valeur de l'or, ben, c'est sûr que si vous allez voir ici sur goldprice.org, vous voyez, en fait, je vais le prendre pour un an. Dans le fond, si on regarde par rapport à un an, on l'a ici. Fait que vous voyez une belle courbe haussière. Il y a eu une correction récemment importante parce qu'elle était quand même montée à 4410 US. Là, ça a baissé. Puis là, dans le fond, ça stagne environ à 4000, mais j'ai l'impression que ça va remonter. Fait que c'est dossier à suivre. En fait, pour ce qui est de l'or, quelqu'un qui veut aller plus loin, en fait, il y a la possibilité d'acheter UGL-C avec effet de levier. Donc là, vous voyez 98,40% de rendement. Fait que ça augmente au lieu d'avoir 50%. Là, la personne a 100% de rendement. Ça veut dire que si elle prend 1000$, elle se ramasse à 2000$ à la fin de l'année. Donc, c'est toujours si avant. Quand que je parle de ça, c'est toujours à titre hypothétique parce que tant que la personne n'a pas vendu, la perte ou le profit associé à un fonds n'est pas actualisé dans le réel, dans le concret. C'est toujours ça important d'avoir en tête parce que quelqu'un peut dire, ben là, j'étais ici, il était à plus de profit, là, il est moins. Parce que ça fluctue dans le temps. Est-ce que j'ai la conviction que pour les prochaines années, l'or va continuer à augmenter? La réponse, c'est oui. L'or effet de levier, c'est sûr que c'est plus risqué parce que ça augmente de x2 par rapport aux hausses, mais si c'est une baisse, ben, la baisse est 2 fois plus importante. Ça prend un niveau de conviction élevé là, par rapport à ça. Bon, pourquoi que je parle de celui-là en dollars? En fait, UGL il est en dollars américains, à différence des autres abordés précédemment. C'est parce que j'ai fait des recherches par rapport à des fonds à effet de levier se rapportant à l'or en dollars canadiens, mais je n'ai pas été satisfait par rapport au fonds. Je trouve que celui-ci, UGL, reproduit mieux la variation de l'or au fil du temps là, que certains que j'avais vus en dollars canadiens. Donc, c'est ça. Sinon, par rapport au marché des métaux, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Bon, il y a l'or, il y a l'argent, puis aussi le cuivre, qui sont susceptibles de connaître une émergence. Le cuivre plus particulièrement en lien avec les fils. C'est sûr que si on crée des data centers, des endroits gigantesques pour la gestion de données, il y a de plus en plus d'êtres humains qui consomment de l'électricité, puis ça prend des fils en cuivre, puis il y a des technologies vertes aussi associées au cuivre, qui sont susceptibles de se développer dans les prochaines années. Bref, le marché du cuivre, j'avais vu une vidéo par rapport à ça, qui l'explique tout en détail. Là, je n'ai pas le lien web là, sous la main, mais si vous faites des recherches sur Internet, notamment YouTube, ça peut être intéressant à intéresser par rapport aux perspectives. Bon, j'ai investi par rapport au cuivre. Sur un an, il y a eu quand même une croissance qui a été là. On la regarde ici. On parle de 24,69% sur un an. Oui, ça a de l'allure. Mais j'ai l'impression que ça va aller encore plus loin, là, le cuivre, dans les prochaines années. Ensuite,
Par rapport aux semi-conducteurs, en fait, ce qui me fait rire, c'est que le nom du fonds a changé, GlobalX, parce que présentement, l'intelligence artificielle est à la mode. Fait que là, ils ont intégré le mot intelligence artificielle dedans. Puis sur un an, vous voyez 48,74% de rendement, donc presque 50%. Ça, c'est très bon. Pour ce qui est des semi-conducteurs, le YouTuber que vous voyez à l'écran, auquel je fais allusion, on en avait parlé. Puis oui, en effet, très bonne perspective d'avenir par rapport à ça. Donc, tout ce qui est domaine informatique en lien avec le développement d'intelligence artificielle qui prend de nombreux semi-conducteurs, il y a un marché par rapport à ça. Sinon, lui, il avait parlé le secteur des cryptos comme les bitcoins, la blockchain. Bon, la blockchain, c'est sûr que j'ai investi dedans. La blockchain, j'avais pris HBLK. Donc, sur un an, bon, on voit 62,07% de rendement. C'est quand même bien. La blockchain, c'est la chaîne de support sur laquelle sont enregistrées les transactions, par exemple, liées au Bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies qui ont des blockchains. Prenons par exemple Solana ou Ethereum. Donc, c'est par rapport à l'entreposage de données. Bon, en fait, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai été un petit peu... C'est parce que là, la blockchain, quand on regarde ça, grosse montée malade quand que le Bitcoin est à la hausse, ensuite ça baisse, le Bitcoin est à la hausse, grosse montée. Plus récemment, ben, il y a eu la baisse du Bitcoin, fait que souvent ça va baisser en lien avec le Bitcoin. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi ne pas investir en fait directement dans le Bitcoin? Parce que des ETF, il y en a en dollars canadiens plusieurs. Puis, dans le fond, il y a, par exemple, ici, on a BTCO.B-C pour le Bitcoin, mais aussi avec effet de levier avec LBIT-C qui peut être pris. Moi, tant qu'à faire, tant qu'à investir, puis je vois que c'est beaucoup en lien avec le Bitcoin, j'ai plus le goût d'investir directement dans le Bitcoin pour aller chercher plus de rendement en lien avec le secteur de la crypto. Donc ça, c'est ma perspective. Ensuite, dans un autre ordre d'idée par rapport au Nasdaq 100, dans le fond, qu'est-ce que... Voyons. En tout cas, il s'est détaché. Bon, par rapport au Nasdaq 100, ce que j'ai à dire, bon, j'ai investi naturellement là, par rapport à XQQ, là, par rapport à ça, qui donne un bon rendement. Nasdaq 100, ben, comme l'année passée, hein, très belle performance. Puis si on regarde ce qui s'est passé dans les dernières années, mouvement haussier prononcé. Donc, c'est sûr que si on me poserait la question, pour ne pas me casser la tête, puis je voudrais réduire au minimum mon portefeuille d'investissement, puis avoir zéro vérification à faire, zéro suivi, rien, dans quoi j'investirais? La réponse pour la période présente, le Nasdaq 100. Et le SP500, là, tout simplement. Puis des fonds auto-nettoyants qui se rapportent à ça, là, comme par exemple XQQ, où si une entreprise ne performe plus, ben, elle est remplacée par l'autre. Et ainsi de suite. La personne n'a rien à faire. Donc, ce qui se rapporte au Nasdaq 100, ben, dans le fond, la difficulté, c'est moi qui déplace des choses. Il y a le XEQT. En fait, ça ne se rapporte pas au Nasdaq 100, pardon. C'est le MSCI World qui est par rapport aux plus grandes entreprises internationales avec différents pays comme par exemple le Japon, donc l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, mais c'est surtout américain. Fait que moi, entre le MSCI World comme indice boursier versus le Nasdaq 100, ben, je vais prendre ce qui est américain. Parce que ça performe plus dans le temps. C'est sûr, quelqu'un qui veut quelque chose qui a moins de volatilité peut prendre le MSCI World, mais non. Avec le temps, là, ben c'est quand même bien là, XQT-C, là, je veux dire, on se plaindra pas. Hein, quelqu'un qui a pris ça, XQT, il y a eu 18,44, mais c'est parce que la personne peut aller chercher un petit peu plus avec le Nasdaq 100 en tant que tel. Puis sur plusieurs années, prenons par exemple un horizon de 5 ans, 10 ans ou 20 ans, ça fait une très grosse différence à cause du phénomène des rendements composés. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Donc, la blockchain, j'en ai parlé tantôt. En fait, dans les placements que je prends dans ma petite liste, il y en a en argent canadien, puis il y a aussi les équivalents en américain. Donc,
Mais il y a des différences parce qu'en dollars américains, on peut trouver des placements qu'on n'a pas en dollars canadiens. Aux États-Unis, il y a plus de... Par rapport au marché américain qui est en lien que l'international, plus que le marché canadien. Ce que je dois dire, c'est que par rapport au fonds de type croissance, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités en dollars américains. Puis comme les volumes des fonds peuvent être plus grands aussi parce qu'il y a plus d'investisseurs, bien souvent, il y en a plusieurs que les frais de gestion sont moindres par rapport à un fonds de même nature. Prenons par exemple par rapport à l'Inde, il y a le fonds INDA-U versus celui en canadien XID-C. Bon, ben, le frais de gestion de INDA-U est nettement moins élevé que XID-C. Probablement parce qu'il y a plus de gens qui ont mis de l'argent là-dedans, fait qu'il y a des économies d'échelle qui se font par rapport aux frais qui sont chargés par les gestionnaires en lien avec l'indice du Nifty 50 qui se rapporte au marché indien qui va viser à être répliqué là. Donc, tout simplement. Donc, c'est ça que j'avais à mentionner. Bon, pour ce qui est des 7 magnifiques, donc les grosses compagnies technologiques américaines qui ont des grosses performances comme Tesla, Amazon, Google, Facebook qui est devenu Meta, ensuite Nvidia. Donc ce type d'entreprise, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a MOGS Round Hill Magnificent 7 ETF. Donc ça permet de surperformer le Nasdaq 100. Sur un an, vous voyez 34% de rendement, tandis que le Nasdaq 100, on a vu que sur un an, on a 23,28. Ça fait une différence. Fait que les 7 magnifiques d'ailleurs qui, par rapport au Nasdaq 100, c'est au moins le 1 tiers du Nasdaq 100 qui sont composés des 7 magnifiques. Bon, ben, par rapport à ça, ce qui peut être intéressant de mentionner, c'est que dans le fond, bon, l'avantage et l'inconvénient des 7 magnifiques, c'est que l'avantage, c'est que c'est très concentré par rapport à la technologie, des grosses entreprises qui valent plusieurs milliards de dollars. Si on pense à Nvidia qui vaut plus de 4 milliards de dollars, donc c'est probablement pas des compagnies qui vont faire faillite demain. Par contre, le problème par rapport à l'époque actuelle, c'est qu'il y a probablement une bulle alentour de l'intelligence artificielle en lien avec ces grosses compagnies. Fait que c'est comme... C'est pas évident par rapport à ça. Je suis un petit peu embêté, honnêtement, là, à savoir qu'est-ce qui va devenir dans les prochains mois, dans les prochaines années, à savoir s'il va y avoir une correction. Moi, j'ai l'impression que c'est une correction, les 7 entreprises en tant que telles ne font pas faillite. C'est juste qu'il y aura peut-être un peu de dévaluation. Mais ces compagnies-là, si on regarde là, sur un horizon de long terme, vous voyez, là, ça a très bien performé. Là, en fait, vous voyez, le fonds existe depuis 2023, puis ça fait 169% de rendement, puis on est en 2025. Je n'ai pas à me plaindre là, par rapport à la nature du rendement. C'est juste la question de la bulle possible avec l'intelligence artificielle qui pourrait faire en sorte qu'il y ait une baisse là, par rapport à ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, une correction. Ça reste à voir. Par contre, c'est sûr que ce qu'il faut tout le temps regarder au niveau des fonds négociés en bourse, c'est le type de risque que vous êtes prêt ou non à assumer, puis le ratio risque-bénéfice. On n'a rien pour rien dans la vie. Plus qu'on prend des risques, plus qu'on peut aller chercher du revenu habituellement. Il y a plus de potentiel, mais il y a plus de potentiel de perte aussi. Donc, le risque est plus important avec un fonds négocié en bourse comme celui-là, comme un autre fonds négocié en bourse qui est au Nasdaq 100. Pourquoi? Parce que là, le risque est réparti sur 100 entreprises, tandis que lui est sur 7 entreprises, ce qui n'est pas pareil. Dans un autre ordre d'idée, des fois, je m'intéresse à des fonds gérés par des êtres humains, là, comme le Granny Shot. Le titre me fait tout le temps rire, c'est-à-dire Granny Shot, c'est le lancer de la grand-mère au panier de basketball, où la personne prend le ballon entre ses mains et envoie ça en l'air. Bon, le fonds a quand même bien performé. Donc, 24,90% de rendement, qui date d'il y a à peu près un an. Mais là, c'est de voir à quel point ça va surperformer le Nasdaq 100 ou SP500 les prochains mois. J'ai pris une petite position à titre indicatif, curiosité. Mais je vais voir parce que dans le fond,
ça va être de voir la pertinence entre prendre un fonds comme ça qui est géré par des personnes versus le marché. Bon, là, ça, c'est un débat. Hein. J'ai écouté beaucoup de YouTubeurs, puis il y en a qui disent cassez-vous pas la tête, prenez un fonds auto-nettoyant qui fait tout simplement suivre le marché, puis vous allez avoir des bons rendements. Le marché s'adapte, il évolue par lui-même, tandis qu'il y en a d'autres que non. Il y a des gens qui vont être des gestionnaires de fonds qui vont surperformer le marché, mais ce n'est pas tous les gestionnaires de fonds qui surperforment le marché naturellement. Même chose pour les traders. Donc, ça va être un dossier à suivre, mais à titre indicatif. Sinon, ben, j'avais pris Invesco AI and Next Generation Software. Donc, IGPT. Donc, ça, c'est en dollars américains, qui est un fonds lié à l'intelligence artificielle. En fait, il a donné 28,32% sur un an. Puis, dans le fond, là, vous voyez, il est en montée parabolique. Donc, c'est un fonds qui performe très bien. Comment dire? Mais là, j'en ai juste gardé un, là. Dans le fond, un fonds négocié en bourse qui se rapporte à ça. Pourquoi? Ben, parce que là, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir une correction là, par rapport à l'intelligence artificielle, puis lui, il va être affecté de manière importante. Mais ça reste à suivre. Donc, c'est là où j'en suis par rapport à l'investissement en tant que tel. Sur ma liste, il y a aussi, j'ai mis plus des fonds négociés en bourse pour faire du trading, comme le TQQC. On l'a en dollars américains, là. En fait, c'est un fonds qui est x3, c'est-à-dire qu'il vise à reproduire le Nasdaq 100 multiplié par 3. Donc, il y a des trucs comme ça que je peux utiliser là, si j'évalue que, ben, comme il y a eu l'annonce de la baisse des taux, là, la première baisse des taux qui a été annoncée par Jérôme Powell, donc le responsable de la Fédérale Réserve aux États-Unis au mois de septembre. Bon, ben, dans cette période-là, quelques jours avant, je m'étais positionné avec le TQQ. Puis, il a annoncé la hausse des taux comme prévu. Puis, ce que ça a fait, c'est que ça a donné, ça a stimulé le marché boursier. Puis, il y a eu de la hausse. Fait que ça a été intéressant. Fait qu'il y a certains événements qui peuvent être possibles d'être pris en considération dans une optique de soit de day trading ou de swing trading. Mais sinon, dans une optique d'investissement à long terme, bon, par rapport au Nasdaq 100 en dollars américains, c'est plus ce qui va m'intéresser. Là, ça va être je les regarde. VGT, Vanguard Technologies. Pour ce qui est du SP500, le VOO-U. Donc, c'est ça. Sinon, ben, en lien avec le domaine de la crypto, ben, j'en ai mis plusieurs là, dans ma liste. En lien avec le Bitcoin, parce que des fonds négociés en bourse par rapport au Bitcoin, Ethereum, Solana, les plus grosses. Avec le temps, compte tenu de la déconfiture présente par rapport aux petites crypto-monnaies, en fait, qui ont été beaucoup dévaluées, j'en ai venu à la conclusion que si j'investis en bourse à l'avenir en lien avec le secteur des cryptos, ça va être seulement des leaders de catégorie qu'on y retrouve, comme XRP, Solana, etc. Des grosses capitalisations. Les petites capitalisations, c'est plus risqué. En théorie, il y a un potentiel plus grand de rendement, mais présentement, les choses au niveau du cycle crypto ponctué par le halving du Bitcoin ne se passent pas nécessairement comme prévu en ce mois de novembre 2025, dans le sens que par rapport au Bitcoin, il est passé de 125 000, il a baissé à 99 000 US récemment. Et par la suite, bon, il a perdu quand même une partie importante de sa valeur. Il n'y a pas eu de montée en flèche là, avec le ruissellement des capitaux vers Ethereum puis les autres crypto-monnaies là, de plus petite capitalisation. Ça ne s'est pas passé comme dans des cycles précédents pour l'instant. Donc, c'est ça, mais comme on dit, je suis prêt à faire face à la musique, dans le sens que quand on va tomber en cycle baissier clair, c'est-à-dire que quand le Bitcoin va être en dessous de sa moyenne mobile des 50 derniers jours pendant une bonne période de temps, style un mois ou deux, par rapport aux jours précédents. Donc, quand il va sortir en fait du mouvement haussier, qui a été présent là, quand même au cours d'un peu plus d'un an,
d'une manière claire. Je vais me laisser quand même une certaine période de temps, peut-être un mois ou deux. Mais en fait, je vais attendre un peu plus que ça. Là. Probablement que ça va être d'environ un an, mais j'ai l'intention de me positionner avec des positions assez audacieuses. Parce qu'on peut prendre du Bitcoin à effet de levier pour faire x2, donc multiplier x2 les gains. Même chose pour Ethereum. Puis également Solana. Donc, vous avez les codes à l'écran par rapport à ça. Donc, ça, c'est les trois grosses crypto-monnaies qui peuvent être intéressants. Si on remonte en parallèle avec Bitcoin, c'est-à-dire Ethereum, Solana, parce que en réalité, Bitcoin, je le vois un petit peu comme le Soleil. Puis par la suite, il y a d'autres planètes qui gravitent autour de lui puis sont influencées par son rayonnement. Donc, c'est-à-dire que si le Bitcoin monte, souvent l'Ethereum, le Solana, XRP vont se mettre à monter. Puis des entreprises de minage aussi, si on pense à Bitfarms, entre autres. Donc, c'est ça. Sinon, ça, c'est plus au niveau gestion pour m'amuser, mais si je fais rien d'ici un an, ben c'est pas très compliqué, là. En dollars américains, je mettrais pas mal dans Vanguard Technology, VOO. Bon, par rapport au fonds présent, là, il y a beaucoup que j'en ai pris parmi eux à titre indicatif pour explorer qu'est-ce qui se passe. Il y en a que je vais prendre, là, comme Solana, effet de levier x2, SLON, dans le fond ici qu'on a. J'ai marqué "-c", mais il doit être en dollars américains, ça doit être "-u", j'ai fait une erreur. Bon, ben c'est sûr que Solana avec effet de levier, alors que le SIC est baissier présentement, à mon avis, c'est pas le temps d'embarquer. Là, j'attends pour avoir une idée approximative, c'est quand que le fond du baril va être atteint. Moi, j'ai l'impression que ça va aller environ d'ici un an. Mais on verra. Puis là, ensuite, réembarquer d'une manière plus agressive dans le domaine des cryptos. Sinon, ben, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui dans le cadre de cette capsule qui visait plus à aborder les fonds de type croissance. Mais en réalité, l'année passée, puis les derniers mois, j'avais fait des recherches, j'avais regardé par rapport à d'autres pays que les États-Unis, la croissance. Ben, le Canada, c'est quand même bien là, de ce qu'on a vu, là, en dépit de la menace des tarifs, mais il y a des pays, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre, des indices européens comme le 440, là, je trouve ça moins intéressant. Là. Je suis plus centré sur le marché américain. C'est sûr qu'historiquement, le marché américain a performé d'une manière importante là, sur plusieurs décennies. Donc, des indices comme le SP500, Nasdaq 100. Mes convictions sont encore par rapport à ça aujourd'hui, en 2025. Ce sont des actifs comme l'or, que ça fait des millénaires que l'or ça fait longtemps là, que l'or a toujours une valeur, puis j'ai l'impression que ça va être la même chose, sauf que là, on a vu l'apparition de l'or numérique, c'est-à-dire le Bitcoin. À mon avis, le Bitcoin, ben là, il va peut-être tomber en marché baissier dans les prochains mois, puis après ça, réaugmenter. Et éventuellement, dans quelques années, on va retrouver un Bitcoin à une valeur de 1 million de dollars. On verra bien. Donc, ça va être un autre dossier à suivre. Donc là, c'est vrai, là, je vais arrêter de parler. Donc, c'est ce qui complète cette capsule. En fait, je peux dire, est-ce que j'ai eu des regrets? Oui, parce qu'au début, je voulais pas prendre trop de risques. J'avais pris XEQT ou des trucs plus, dans le fond, liés au MSCI World pour voir comment je l'allais comporter par rapport à la bourse, parce que le risque est plus amorti, sauf que ça performe moins bien. Fait que progressivement, je m'en suis gardé peut-être juste un à titre indicatif. J'ai liquidé l'essentiel de mes positions parce que je trouvais que ça ne performait pas assez. Puis, mes convictions avec le temps sont fermes, c'est-à-dire que l'histoire que d'autres pays, que les États-Unis vont performer de manière importante à la bourse. Je suis plutôt sceptique. L'histoire des pays émergents, là, que non, j'ai l'impression que malheureusement, c'est plate sur le plan humain, mais que l'émergence ne se fera pas, puis c'est juste un beau projet, puis des beaux discours en théorie. Mais en pratique, j'ai l'impression que c'est les États-Unis qui vont continuer, d'être une superpuissance importante dans le monde. Donc, c'est ça que j'avais à dire. J'ai été déçu par l'Inde, comme je vous l'ai dit. J'avais des convictions par rapport à ça. Puis finalement, l'Inde, j'y crois plus tellement là, à un essor important comme certains le laissaient envisager. Mais on verra bien. Peut-être que je vais me tromper. Donc là, c'est vrai. Là, j'arrête et je vous dis à bientôt.
Et puis, donc, en bas de l'enregistrement présent, ben, vous allez pouvoir retrouver les coordonnées de la vidéo du top 15 des 15 ETF pour sous-performer le marché. Au revoir.